Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le débrief de l'UFC 304 qui vient de se terminer il y a quelques instants. Le combat principal qui opposait Bilal Mohamed à Leon Edwards a vu le Palestinien triompher sur le champion en titre. Et donc Bilal Mohamed, avec sa victoire par décision unanime, devient le nouveau champion des poids welter et il inflige la première défaite à Leon Edwards, une première défaite depuis 2015. Leon Edwards était invaincu depuis 9 ans, ce qui franchement c'est une éternité, surtout dans la catégorie des poids welter, quand on sait le nombre de tueurs qui sont présents chez les moins de 77 kg. Alors qu'est-ce que j'ai pensé du combat ? Pour le spectateur lambda de MMA, pour le gars qui ne regarde pas forcément souvent, que ce soit le PFL, soit le Cage Warriors, UFC, enfin bref, vous m'avez compris, pour les spectateurs lambda qui ne regardent pas trop le MMA, c'est vrai que ça devait être un combat ennuyant. Pourquoi ? Parce que l'immense majorité du combat s'est déroulée au sol. Pour le spectateur neutre que j'étais, parce que honnêtement, que ce soit Leon Edwards ou que ce soit Bilal Mohamed, je suis ni fan ni un hater des deux. J'avais une petite préférence pour Bilal Mohamed parce que j'aime bien, comment dirais-je, j'aime bien les underdogs et je trouvais que Leon Edwards, il était légèrement trop arrogant sur ce combat-là. C'est vrai qu'il a dominé Bilal Mohamed lors du premier combat, vous vous en souvenez, hein, il y a eu 2 combats au total, donc le deuxième combat se faisait à l'UFC 304 à Manchester, le premier combat a eu lieu il y a quelques années auparavant. Attendez, si je ne me trompe pas, il me semble que c'était pendant la pandémie de Covid, donc c'était 2020 ou 2021 le premier combat, voilà c'est ça, c'était 2021. C'est vrai que Leon Edwards avait, j'ai pas envie de dire largement dominé Bilal Mohamed, mais quand même, on sentait qu'il y avait que la supériorité, elle était du côté de Leon Edwards. Et Leon, d'un point de vue striking, il était à des années-lumière de Bilal Mohamed. Mais le combat s'est terminé finalement sur un high poke et il n'y a pas eu de décision. En fait, il n'y a pas eu de vainqueur entre Leon Edwards et Bilal Mohamed. Ce deuxième combat-là, il s'est déroulé de manière totalement différente. On a eu beaucoup plus de... déjà, premièrement, il a duré plus longtemps. Et puis, deuxièmement, il y a eu énormément de phases au sol. Moi, ce qui m'a surpris, c'est la facilité avec laquelle Bilal Mohamed a réussi à amener Leon Edwards au sol durant toute la durée du combat. Du premier au 5e round, je pense qu'il n'y a pas un seul round où Bilal Mohamed n'a pas scoré un takedown. Le premier takedown qu'il inflige à Leon Edwards, mais d'une facilité déconcertante. Et ça m'a surpris. Pourquoi ? Pas parce que Bilal Mohamed est un mauvais lutteur, et on sait qu'il a l'habitude d'amener ses adversaires au sol, mais parce que Leon Edwards, généralement, il arrive à super bien défendre les takedowns. Il arrive à élargir ses pieds, défendre contre la cage, les tentatives d'amener au sol. On sait qu'il a des cuisses en béton armé qui sont vraiment très très puissantes et donc ça lui permet justement de défendre les amener au sol. Sauf que Bilal Mohamed, avec ses body locks notamment, il a réussi à l'amener au sol, mais avec une facilité encore une fois déconcertante. Il a réussi à le slam aussi, je crois, 1 ou 2 reprises. Il y a même sur un des slams, il aurait pu lui briser la nuque. Heureusement, Leon Edwards, c'est un athlète avec une nuque assez puissante, mais tu prends un gars lambda comme ça et Bilal Mohamed inflige un slam pareil à un gars lambda, je pense qu'il lui éclate, il lui brise la nuque en vérité, donc c'était assez dangereux. Donc, la facilité avec laquelle Bilal Mohamed a envoyé Leon Edwards au sol, ça m'a surpris. Le contrôle au sol de Bilal Mohamed, ça m'a surpris. On sait que le Palestinien n'est pas un combattant finisseur, que ce soit debout, que ce soit au sol. C'est pas quelqu'un qui va mettre des soumissions. C'est plutôt un... Et j'allais être méchant, j'allais dire que c'est un Khabib seconde main, parce que Khabib réussissait à finaliser ses adversaires, il les contrôlait au sol, mais il infligeait un gros grand end-pound, il était agressif en fait Khabib au sol. Bilal Mohamed, il met un petit peu de frappe en grand end-pound, il tente de prendre le dos, il essaie des entranglements arrière, mais c'est pas quelqu'un qui a vraiment une vocation à finaliser ses adversaires au sol. C'est plus quelqu'un qui, de par sa pression, de par son cardio et de par son travail au sol, il vous fatigue en fait, il vous esquinte et c'est exactement ce qui s'est passé contre Leon Edwards. Dès la fin du premier round, on a senti que Leon Edwards, il était fatigué. Alors j'ai entendu Leon justifier cette fatigue en disant que le combat se faisait tôt le matin ou tard le soir. Non, c'était plus tôt le matin.
parce que ça se faisait à Manchester. Donc Manchester, il y a 1 heure d'écart, donc il y a 1 heure en moins par rapport à la Belgique ou la France, et donc on pouvait s'attendre à ce que l'événement se déroule aux heures britanniques, aux heures anglaises, et que le combat se fasse entre 23 h et minuit, mais l'UFC et Dana White ont décidé de faire ça aux heures américaines, et donc le combat a eu lieu à 6 h du matin, heure locale à Manchester, et donc Leon justifie cette fatigue par le timing un petit peu particulier de ce combat. Je suis désolé, pour moi c'est une excuse. Pour moi, ce qui a vraiment fatigué Leon Edwards, c'était la pression constante de Bilal Mohamed, c'était son travail de sape au sol. Et quand je dis pression, c'est aussi la pression debout, en striking. Bilal Mohamed, il a été la victime de moqueries de la part de Conor McGregor, de la part de Leon Edwards et de la part de beaucoup de fans de MMA. Pourquoi ? Parce que dans l'un des embedded de l'UFC, il y a son coach en boxe anglaise qui dit que aujourd'hui Bilal Mohamed a une boxe anglaise digne d'un boxeur mexicain comme Canelo. Et évidemment, ce n'est pas le cas. Bien sûr que Canelo, il est à des années-lumière en termes de boxe anglaise par rapport à Bilal Mohamed. Mais citez-moi un combattant de MMA à l'heure actuelle qui a une boxe comparable à celle de Canelo. Bien évidemment, il n'y en a pas. Mais c'est vrai que Bilal Mohamed, il y a des bien meilleurs boxeurs que lui, y compris en MMA. Mais je trouvais que c'était une boxe peu orthodoxe, peu technique, mais efficace. Il y a 2 ou 3 uppercuts qui sont passés de manière assez intelligente et qui ont connecté Leon Edwards au nez. J'ai pas senti Leon Edwards vraiment très à l'aise en striking. Il a tenté quelques high kicks, mais généralement Bilal Mohamed soit les a esquivés, soit les a défendus avec sa garde. Même son anglaise à Leon Edwards, franchement, c'était pas fou en fait. C'était vraiment une prestation en demi-teinte, en dents de scie de la part de Leon qui prend à tout casser 2 rounds sur les 5 rounds de ce combat. Il termine bien le 5e round avec un coup de coude qui ouvre le visage de Bilal Mohamed. C'est vrai que c'était chaud là pour Bilal, mais il restait que 15 secondes dans ce combat. Il prend le 3e round de manière très large en dominant Bilal Mohamed au sol et en lui prenant le dos, mais sans être capable de le soumettre. Mais sinon, globalement, franchement, j'ai été surpris et impressionné, non seulement par la facilité, je vais me répéter pour la 1000e fois, mais par la facilité avec laquelle Bilal a réussi à amener Leon Edwards au sol et à le contrôler au sol, même s'il ne lui a pas infligé des gros dégâts, il lui a pas infligé de dégâts tout court. Mais il l'a fatigué, il l'a usé et ça a payé dès le 2e round. On sentait que Leon Edwards il était vraiment considérablement... le cardio de Leon Edwards était considérablement entamé. Et puis le striking de Bilal Mohamed, tout sauf technique, tout sauf orthodoxe, mais efficace. Et puis la pression qu'il a infligée de manière constante à Leon Edwards, c'est fatigant. Imaginez, vous êtes un combattant comme Leon Edwards qui passait l'immense majorité du combat soit à reculer, soit à défendre au sol. C'est esquintant, c'est usant. Et évidemment que la victoire à la décision unanime pour Bilal Mohamed, elle est totalement méritée. C'est quelqu'un qui est sous-coté. En fait, c'est pas quelqu'un qui est vendeur. Leon Edwards non plus. Mais Leon Edwards, il a au moins cette... comment dirais-je ? C'est un striker plaisant à voir. Ça, c'est vrai qu'on ne peut pas l'enlever à Leon Edwards. C'est pas le plus charismatique des combattants. Mais son KO contre Kamaru Usman lui a permis de prendre une belle hype. C'est l'un des rares combattants anglais à avoir réussi à devenir champion et donc il a un pays qui est derrière lui. Mais sinon, à part ça, c'est vrai que Leon Edwards non plus n'était pas un combattant vendeur. C'est pas quelqu'un qui va vendre du pay-per-view. Leon Edwards, c'est sûr et certain. C'est la même chose pour Bilal Mohamed. C'est pas une star, c'est pas un combattant vendeur, c'est pas un combattant avec un style spectaculaire. Mais si on se concentre uniquement sur l'aspect sportif des choses, il est invaincu depuis 2019. Il a enchaîné 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il a 11 combats sans défaite puisque donc 10 victoires et un no contest. C'était le no contest contre Leon Edwards. Il avait à cœur de prendre sa revanche contre Leon Edwards, même s'il n'avait pas perdu contre lui. C'est vrai qu'il s'était fait dominer lors du premier combat. Il y avait du bad blood entre Bilal et Leon Edwards. J'imagine que vous avez vu cet épisode de l'UFC Embedded où ils se retrouvent tous les deux dans un ascenseur et on sentait la tension palpable. Ils ont décidé de ne pas se taper dans les gants avant le combat. Bon, après, il y a eu énormément de fair play entre les deux hommes à la fin du combat. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une victoire amplement méritée pour Bilal Mohamed qui a quand même battu Leon Edwards maintenant, Gilbert Burns, Sean
Brady, Vicente Luque, Stephen Thompson, Demian Maia. Il est sous-coté quand même Bilal Mohamed et les Palestiniens sont, j'imagine, très contents de voir l'un des leurs devenir champion du monde dans la ligue majeure de MMA. Bilal Mohamed est donc le nouveau champion des poids welter. Reste à savoir contre qui il va défendre cette ceinture. Est-ce qu'on aura droit à une trilogie contre Leon Edwards? Rien n'est moins sûr. Est-ce que vous aimeriez voir une trilogie entre Leon Edwards et Bilal Mohamed? Pour le coup, moi, ça ne m'intéresse absolument pas. Ça, c'était pour le combat principal. Moi, le combat qui m'a le plus plu, ou le combat plutôt que j'ai le plus attendu, parce que le combat n'a pas duré longtemps, c'est celui de Thomas Spinal. Thomas Spinal, le champion intérimaire de la catégorie des poids lourds, qui défendait son titre ce soir face à Curtis Blaydes. C'était aussi un rematch qui s'est terminé de manière décevante, tout comme le premier combat entre Leon Edwards et Bilal Mohamed. Pourquoi? Parce que Thomas Spinal s'est brisé la jambe avec un kick checké par le tibia ou le genou, je me souviens plus, de Curtis Blaydes. Et donc cette fois-ci Thomas Spinal, il a passé un message à la planète entière, s'il le fallait encore. C'est le poids lourd le plus dangereux à l'heure actuelle à l'UFC. Il ne lui a fallu qu'une seule minute pour battre Curtis Blaydes. Alors j'ai vu certaines personnes se plaindre du stop qui serait prématuré de la part de Marc Goddard, mais je suis désolé. Thomas Spinal contre Curtis Blaydes avec son jab, il enregistre un knockdown et ensuite 4, 5, 6 frappes nettes. Curtis Blaydes ne parvient pas à se défendre. Évidemment que l'arbitre a bien fait de mettre un terme aux hostilités. Le truc, c'est que Curtis Blaydes, c'est quoi cette stratégie? Encore une fois, il a fait exactement la même erreur contre Sergei Pavlovich en voulant boxer contre un striker aussi dangereux que Thomas Spinal. Après, c'est vrai que le combat, il a duré qu'une minute. Tu commences pas le combat en voulant directement amener ton adversaire au sol, c'est vrai, mais je veux dire, il a pris des risques inconsidérés, Curtis Blaydes, en voulant boxer contre Thomas Spinal. Par contre, attention, c'est vrai que sur certaines séquences, on a vu Curtis Blaydes enregistrer l'une ou l'autre frappe. Il a réussi à connecter Thomas Spinal avec l'une ou l'autre frappe, mais évidemment, ce n'était pas suffisant pour s'imposer face à un gars comme Thomas Spinal, qui est une terreur dans la catégorie des poids lourds, qui s'impose généralement par finish au premier round. Et ce qui est terrifiant avec Thomas Spinal, qui conserve donc sa ceinture intérimaire, d'ailleurs c'est incroyable de défendre une ceinture intérimaire, mais ce qui est fou avec Thomas Spinal, c'est que ce mec-là est tellement complet. Regardez, 11 victoires par KO TKO à son actif, 4 victoires par soumission à son actif. On sait qu'il a une bonne lutte aussi. Il est puissant, il peut vous éteindre avec... regardez, il a enregistré un knockdown avec son jab. Ce mec est incroyable. Je trouve qu'il est intelligent aussi, il a un bon fight IQ. Il a encore une grosse marge de progression parce qu'il a à peine 31 ans. Physiquement, il est là. Non, franchement, il coche vraiment toutes les cases pour en faire une superstar. Thomas Spinal, qui a donc battu Curtis Blaydes, précédemment Sergei Pavlovich, il a battu Marcin Tybura, il a battu Volkov, Spivak, Arlovski, Alan Bodo. Bon, on aurait aimé le voir contre Cyril Gane, mais visiblement c'était difficile de mettre en place une opposition entre Cyril Gane et Thomas Spinal. Mais pour moi, la suite logique, ce serait d'affronter Jon Bones Jones. Alors on sait que Dana White a indiqué que le vainqueur de Jon Jones, Stipe Miocic, allait affronter le vainqueur de Thomas Spinal, Curtis Blaydes. Et on sait aujourd'hui que Thomas Spinal a battu Curtis. Mais pour moi, honnêtement, que ce soit Jon Jones comme Stipe Miocic, quand leur combat aura lieu, il va falloir qu'ils prennent leur retraite. Parce que pour moi, Thomas Spinal est largement devant Jon Jones comme Stipe Miocic. Et si l'UFC changeait ses plans et mettait en place une opposition entre Jon Jones et Thomas Spinal? Franchement, Stipe Miocic, il a plus de 41 ans, il est inactif depuis 2021, il s'est fait pulvériser par Francis Ngannou, il ne mérite pas de combattre. Pourquoi est-ce qu'on fait combattre Stipe Miocic? Ça y est, il a assez donné, il a été champion dans la catégorie des poids lourds, un immense champion d'ailleurs. Pour moi, il doit raccrocher les gants. Clairement, Stipe Miocic, on ne sait pas dans quel état il se trouve à l'heure actuelle. C'est un peu pareil pour Jon Jones, qui est légèrement plus actif que Stipe Miocic, qui est certainement le meilleur combattant de MMA de l'histoire. Mais on peut voir que il se blesse souvent ces derniers temps. Il a dû passer par 2 opérations, si mes souvenirs sont bons, en l'espace d'une année. Il prend de l'âge aussi, Jon Bones Jones. Est-ce qu'il a envie de la fumer, Thomas Spinal? Je ne pense pas. On sait que Jon Jones, comme je vous l'ai dit, certes, c'est un combattant dangereux. C'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur combattant de MMA.
mais c'est un combattant intelligent et calculateur en fait. Je pense qu'il est conscient que Thomas Spinal, ça risque d'être beaucoup trop compliqué pour lui, et c'est la raison pour laquelle l'UFC, comme Jon Jones, ont absolument envie de mettre en place une opposition moins dangereuse contre Stipe Miocic. L'envoyer contre Thomas Spinal, ce serait vraiment peut-être l'envoyer à l'abattoir, même si on a vu encore une fois que Thomas Spinal n'était pas invincible, aucun homme sur terre ne l'est, aucun combattant ne l'est, ça c'est sûr et certain. Avec un bon game plan, peut-être que Jon Jones peut battre Thomas Spinal, parce que Jon Jones reste aussi complet que les Thomas Spinal, mais encore une fois, il a pris de l'âge, il est inactif, son corps commence à montrer des signes de fatigue, pas mal de blessures là ces derniers mois. Est-ce qu'il est aussi fin? Est-ce qu'il est aussi motivé qu'à son début de carrière? Permettez-moi d'en douter, mais en tout cas, c'est clair que Thomas Spinal a vraiment de sacrés arguments à faire valoir. Lui, bien sûr qu'il a envie d'affronter Jon Jones, mais c'est pas sûr que l'inverse soit le cas. Il ne me reste plus qu'à vous parler bien du combat qui opposait Paddy Pimblett à King Bobby Green. Et l'image de Curtis Blade, c'est vrai que Bobby Green, j'ai absolument pas compris sa stratégie. Oui, il a essayé de striker, si je puis dire, contre Paddy Pimblett, qui reste un combattant relativement complet, même s'il n'a jamais prouvé face au haut niveau du MMA ce qu'il valait Paddy Pimblett. On l'a vu quand même souffrir contre Tony Ferguson, et c'est vraiment, ce n'était que l'ombre de Tony Ferguson. Il l'a battu certes, mais il aurait pu le battre beaucoup plus facilement. Pour moi, à l'heure actuelle, Paddy Pimblett, ça reste un combattant surcoté, il a une grosse hype, mais il a prouvé contre personne pour l'instant qu'il méritait sa hype. Contre Jared Gordon, oui, il bat Jared Gordon, mais c'était vraiment super serré, victoire polémique. On a l'impression qu'il bénéficie du white privilege, Paddy Pimblett, et quand je dis white privilege, je veux bien sûr parler du Dana White privilege, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Donc, ce que je n'ai pas dit, Paddy Pimblett, ça c'était vraiment un jeu de mots pas mal du tout. Enfin bref, je m'égare. Je vous parlais de King Bobby Green là, qui ne fait que kicker contre Paddy Pimblett. Je ne l'ai pas vu utiliser ses poings à une reprise dans ce combat. Et il plonge dans les jambes de Paddy, et on sait que Paddy Pimblett, c'est un danger au sol. C'est un gars qui a quand même un bon grappling, qui a de très bonnes soumissions à mettre à son actif, et il l'a endormi vraiment de manière assez facile. C'était pas un combat compétitif, ça penchait largement en la faveur de Paddy Pimblett, qui a confirmé qu'il était supérieur à Bobby Green. Et surtout, l'information principale, c'est que Paddy va vraisemblablement faire son entrée dans le top 15 de la catégorie des poids légers, et il a annoncé après sa victoire qu'il voulait affronter Renato Moicano. Bizarrement, il n'a pas prononcé le nom de Benoît Saint-Denis, alors que Benoît Saint-Denis affronte Renato Moicano. Benoît Saint-Denis vs Paddy Pimblett, aucun sens pour l'UFC, parce que c'est deux combattants qui jouissent d'une hype incroyable et qui sont encore en début de carrière, qui ne sont pas dans le top 10 et encore moins dans le top 5 de la catégorie des poids légers. Donc si opposition il y a un jour entre Benoît Saint-Denis et Paddy Pimblett, ce sera soit un combat éliminatoire pour la ceinture, ou ce sera un combat véritablement pour la ceinture. Voilà ce que je pouvais dire concernant cette UFC 304 qui, d'une manière globale, était vraiment plutôt décevant. Bravo à Bilal Mohamed, bravo à Thomas Spinal et bravo à Paddy Pimblett qui décroche donc la victoire. Et puis oui, mention aussi pour Mohamed Mokaev qui a battu par décision unanime Manel Kape, mais c'est vrai que globalement le combat était décevant, surtout quand on connaît le bad blood, la haine qu'éprouvait Mohamed pour Manel et inversement. Voilà ce que je pouvais dire concernant cette UFC 304 qui se passait du côté de Manchester. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu si ça n'est pas encore fait. Je vous remercie d'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.